Mes parents biologiques m'ont abandonné à l'adoption et je n'avais pas beaucoup à manger en grandissant, mais maintenant ils m'ont recontacté et m'ont dit que j'avais un frère. Alors avant de parler du dilemme, laissez-moi partager mon histoire. J'ai 24 ans et j'ai grandi dans des foyers d'accueil collectif. Si vous ne savez pas ce qu'est un foyer collectif, c'est en gros un orphelinat plus petit. Vivre dans un foyer collectif était difficile. Nous n'avions généralement pas de repas garantis, et nous partagions littéralement tout. Donc si nous recevions de nouveaux vêtements, il y avait une dizaine d'enfants qui se battaient pour les avoir. Si nous avions une pizza, il y avait 10 enfants qui se battaient pour une part. Quand j'avais 11 ans, je suis devenu ami avec un camarade de classe. Il m'a invité chez lui pour quelques nuits, et ses parents ont remarqué combien je mangeais. Je mangeais de façon compulsive malgré le fait d'être relativement mince. Ils ont remarqué d'autres choses étranges dans mon comportement. Ils ont compris que je n'étais probablement pas assez nourri et ont décidé d'agir. Finalement, ils m'ont pris chez eux et je n'ai jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai un bon travail de bureau, je suis généralement heureux, et je suis toujours proche de mes parents adoptifs. Mes parents biologiques m'ont contacté il y a 2 semaines et ont été soulagés quand j'ai répondu. Nous avons fini par organiser une rencontre hier. J'étais déjà assez indécis quant au fait de les rencontrer, mais je l'ai fait seulement parce que ma mère et mon père m'ont dit que ça valait peut-être la peine. Donc nous nous sommes assis et avons parlé autour d'un déjeuner. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient donné à l'adoption parce qu'ils ne voulaient pas être parents. Ils avaient la vingtaine et étaient mariés. La seule raison pour laquelle ils m'ont abandonné était qu'ils n'étaient pas prêts à être parents. Après ça, j'ai pratiquement arrêté d'être poli et j'ai commencé à faire des commentaires sarcastiques du genre « Oh, donc j'étais prêt pour les foyers d'accueil ». J'étais assez impoli, et ma mère retenait ses larmes, après qu'il m'ait dit que j'avais un frère. J'ai dit « Oh super, donc vous étiez assez prêt pour être parent, mais pas assez pour prendre soin de votre enfant ». J'en ai eu assez, j'ai payé l'addition et je suis parti. J'étais vraiment en colère et j'ai raconté à ma mère adoptive ce qui s'était passé. Elle m'a dit que je devrais être plus compréhensif avec eux, car ça a probablement été difficile pour eux de me recontacter et de s'excuser. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle me soutiendrait quoi qu'il arrive, mais qu'elle pensait que j'étais un peu dur. Mes parents ont appelé et demandé si nous pouvions nous revoir et parler davantage. Ma mère pense que ça pourrait être bénéfique maintenant que mes émotions initiales sont passées. Si je pense avoir agi comme un con, et que ma mère le pense aussi, c'est probablement le cas. Mise à jour 1. Je vais les revoir ce vendredi. Cette fois, ma mère viendra avec moi. Je leur ai fait écouter ma perspective, et maintenant je vais faire de mon mieux pour écouter et les comprendre. Je pense que la présence de ma mère rendra les choses beaucoup plus faciles. Elle est une présence apaisante et je détesterais qu'elle me voie perdre mon calme. Aussi, certaines personnes ont suggéré de construire une relation avec mon demi-frère, et j'y suis fermement opposé pour plusieurs raisons personnelles. Commentaire pertinent. Qui sont-ils pour me donner une seconde chance? Je n'ai pas besoin d'eux. À l'origine, j'ai été abandonné, j'ai été adopté avec des réserves où personne ne me voulait, et j'ai fini dans un foyer collectif. Je n'étais tout simplement pas désiré à l'époque. Pourquoi devrais-je leur être reconnaissant? Pour m'avoir laissé mourir de faim dans les foyers et être mentalement affecté pendant longtemps, au lieu d'avoir été élevé par 2 personnes diplômées d'université avec un emploi? Oui, sans aucun doute ma vie aurait été bien meilleure si je n'avais pas eu à subir des années de lutte pour manger et le traumatisme qui en a découlé. Je crois encore à 100% que le minimum qu'ils auraient pu faire, c'était d'offrir un foyer stable en termes de nourriture et d'abri. Ma mère est la femme la plus gentille et attentionnée du monde, donc je ne pense pas qu'elle ait de mauvaises intentions en me suggérant de les revoir. Mon petit frère a 7 ans de moins que moi. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse. Commentaire où l'avortement est mentionné et pourquoi il devrait être légal. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord avec l'idée que ça devrait être autorisé si les gens choisissent de le faire, mais je n'aime certainement pas qu'on dise que ma vie est un exemple de pourquoi ça devrait être légal. C'est extrêmement rabaissant et insultant. Plusieurs personnes ont mentionné dans ce fil que mes parents auraient dû m'avorter, et c'est dégoûtant. Oui, j'ai eu une enfance difficile, mais dire que j'aurais dû être avorté n'aide pas et me fait littéralement me sentir comme une merde. Un autre commentaire reparle d'avortement. Bien sûr, c'est un point de vue valide et je suis d'accord. Et comme je l'ai dit, si vous voulez opter pour un avortement, c'est votre choix et ça doit rester votre choix. Cependant, dire que j'aurais dû être avorté, c'est extrêmement impoli et dégradant. Mettez-vous à ma place et imaginez entendre ça. Je ne pense pas que nous soyons en désaccord sur le fond. Tu as absolument raison, c'est comme ça que j'ai abordé la première rencontre et, honnêtement, c'était difficile de ne pas les interrompre. Je me suis senti insulté par la façon dont ils expliquaient les choses. J'ai essayé, et finalement j'en ai eu assez d'être raisonnable et poli. Explication officieuse ici. J'ai été adopté par quelqu'un. Cette adoption n'a pas fonctionné et je suis allé en famille d'accueil quand j'étais enfant. Entre les étapes 2 et 3, c'est là que ça devient confus. Voilà, j'ai été placé dans une famille, mais je n'ai pas été adopté. Je ne me souviens pas beaucoup de cette période et, honnêtement, les papiers n'expliquent pas ce qui s'est passé là. J'ai vécu dans 5 ou 6 foyers différents entre mes 4 et 11 ans. J'ai été adopté à 11 ans. Ils m'ont retrouvé via les réseaux sociaux et LinkedIn. Mes problèmes ne se sont pas magiquement arrêtés quand j'ai été adopté.
Avant de dire que j'aurais dû chercher de l'aide, je l'ai fait, et la thérapie ne règle pas magiquement tes problèmes. Bien sûr, ma vie s'est plutôt bien terminée, mais si ça n'avait pas été le cas, aurais-je dû les accepter dans ma vie quand même? De plus, même si l'accès à l'avortement était élargi, ça ne résoudrait pas grand-chose. Vous pensez que ça élimine magiquement les enfants en famille d'accueil? Vous pensez que la pression sociale liée à l'avortement disparaîtra comme par magie? Vous pensez que ça empêchera les femmes dans des situations difficiles de mener leur grossesse à terme par peur d'être rejetées ou haïes par leur famille? Et je n'essaie pas de jouer la victime. J'ai traversé de vraies épreuves. Comme il s'avère, ma vie n'efface pas magiquement ça. Ce n'est pas sur que mes premiers parents adoptifs m'aient rendu, et pourquoi serais-je en colère contre des gens que je ne connais pas ou qui n'essaient pas de faire partie de ma vie? Pour autant que je sache, ils n'étaient peut-être pas financièrement en mesure de me garder, contrairement à mes parents biologiques, qui avaient tous deux des diplômes et des emplois stables. J'aurais préféré être haï mais bien nourri plutôt que de mourir de faim et devoir dormir avec mon sac à dos dans les bras parce que j'avais peur que les autres enfants du foyer volent mes affaires. En plus de ça, je me sentais déjà haï par tout le monde autour de moi parce que j'étais une autre bouche à nourrir. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ils n'étaient pas financièrement incapables de m'élever. Oui, ça en fait partie. De plus, je pense que je ne pourrai jamais avoir de relation avec mon frère. Je ne suis tout simplement pas assez fort pour le regarder sans ressentir de l'envie et de la jalousie. C'est le fait que ce petit salaud ait été jugé, digne, d'être gardé alors que moi, non. Évidemment, ce n'est pas de sa faute, mais je ne pourrai jamais dépasser ça. Je les ai déjà laissés tranquilles pendant 24 ans. Ce sont eux qui veulent s'impliquer dans ma vie. Et s'ils ne sont pas mes parents et ne l'ont jamais été, alors pourquoi chercher à me recontacter? Tu vois où est mon problème? Donc je ne suis pas considéré comme leur enfant, mais ils veulent me rencontrer et faire partie de ma vie? Tu vois l'incohérence? Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent pas dire « Oh, tu n'es pas mon enfant, donc ta vie n'est pas ma faute ni ma responsabilité, mais en même temps je suis assez leur enfant pour qu'ils attendent une relation de moi. » Soit je ne suis pas leur enfant et ils doivent rester en dehors de ma vie, soit je suis leur enfant et ils doivent assumer leurs responsabilités. Tu as raison, j'aurais pu les ignorer, mais je pense aussi que j'ai le droit de connaître mon histoire familiale et médicale. Bon sang, je pense même avoir le droit de rencontrer ma famille élargie. Oui, ma mère est incroyable. Je ne pourrai jamais la remercier assez pour ce qu'elle fait pour moi. Honnêtement, peut-être que je vais lui dire de ne pas venir et d'amener un ami à la place. Je sais que je la mets dans une position étrange ici. Franchement, si elle voulait, elle pourrait dire qu'elle ne veut pas que je leur parle à nouveau, et je trouverais qu'elle aurait entièrement raison. Mise à jour 2. Eh bien, j'ai reçu beaucoup d'amour pour mon dernier post mais aussi quelques critiques. Globalement, j'ai beaucoup appris, et j'apprends à devenir une meilleure personne. Donc, comme promis, je les ai revus, cette fois avec ma mère adoptive. Cette rencontre a été très différente. Cette fois, ils voulaient entendre parler de mes expériences dans les foyers collectifs. J'en ai parlé et je me suis un peu ému. C'était une des rares fois de ma vie où j'ai partagé ce qui s'était passé, et c'était difficile. Donc j'ai raconté mes histoires, et ma mère biologique s'est encore émue. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu l'intention que je finisse dans cette situation quand ils m'ont abandonné. Ils ont expliqué davantage le processus de mon adoption, et j'ai mieux compris leurs raisons. Mes parents biologiques se sont excusés profondément et m'ont dit qu'ils ne savaient pas que ma vie avait pris cette tournure. L'atmosphère a commencé à s'alléger et j'ai commencé à leur raconter plus de choses sur ma vie actuelle. Je leur ai parlé de mes années à l'université et de certaines de mes réussites. Ma mère et moi avons partagé quelques anecdotes drôles sur moi, et c'était agréable. J'ai passé un bon moment. Je pense qu'avoir un intermédiaire, ma mère, a aidé. Maintenant, pour ce que beaucoup de gens se demandaient, pourquoi ont-ils pris contact maintenant? Nous en avons discuté. Il y a 2 raisons. Ils veulent que mon nom soit inclus dans le testament de mon grand-père. J'étais son premier petit enfant parmi 6, donc ils voulaient me laisser quelque chose d'important. Je ne sais pas trop quoi en penser, surtout vu que je ne les connais pas du tout. L'argent reste de l'argent, mais ça me paraît bizarre de l'accepter venant d'eux. C'est aussi étrange que tout le reste de leur famille sache que j'existe et ne m'ait jamais contacté. La deuxième raison, c'est qu'ils ont parlé de moi à mon frère. Il a insisté pour me contacter et me rencontrer. Je leur ai dit que je n'étais toujours pas sûr de vouloir le voir, mais que c'était une possibilité. Autre résultat intéressant, j'ai découvert que je suis en grande partie d'origine grecque et que j'ai beaucoup de parents en Grèce. Mes parents m'ont proposé d'organiser un voyage en Grèce pour explorer et rencontrer la famille. Je vais probablement refuser. Mes parents adoptifs sont italiens, donc c'est sympa de savoir d'où je viens vraiment. Globalement, les avoir laissés parler et expliquer sincèrement a aidé. Je pense qu'ils avaient de bonnes intentions en me recontactant, et je ne sais pas si je veux une relation, mais je suis en paix avec tout ça. Beaucoup de gens m'ont suggéré la thérapie, et je vais commencer dans 2 semaines. Je pense que j'ai trop longtemps essayé de gérer les choses seul, et j'espère changer certains aspects de moi. Donc oui, les choses ont changé, et j'apprécie les conseils. Commentaire où je partage plus sur mon adoption. J'ai été adopté par une famille extérieure, et ça a échoué après que mes parents aient renoncé à leurs droits parentaux.
C'est à ce moment-là que je suis entré dans des foyers collectifs. J'ai été donné à l'adoption pour que le reste de leur famille ne la prenne pas. En plus, ils avaient la vingtaine alors que le reste de la famille était encore adolescent ou même plus jeune, donc ça aurait été difficile pour quelqu'un de s'occuper de moi. Finalement, ils ont tout raconté à tout le monde, et voilà. Mise à jour 3. Je fais cette mise à jour pour partager un peu de ma vie et parce que beaucoup m'ont envoyé des messages privés pour en savoir plus sur moi et mes parents biologiques. Ils m'ont officiellement proposé de payer un voyage avec eux en Grèce pour rencontrer mes proches, mais j'ai refusé, comme je l'avais dit dans mon précédent post. Ça m'a semblé un peu étrange, comme si c'était une façon de compenser ce que j'avais traversé, donc j'ai poliment dit non. Concernant l'héritage, j'ai aussi dit non. Je n'ai aucune intention de rencontrer le reste de ma famille biologique, du moins pas pour l'instant, et ce serait bizarre de le faire juste pour l'argent. Ce n'est pas mon genre. J'ai rencontré mon frère et c'était gênant, mais je pense que je vais continuer à le voir, parce que je crois qu'il n'y est pour rien, et finalement je ne me sens pas si mal vis-à-vis de lui. J'ai mon frère adoptif, mon ami qui m'a accueilli chez lui, mais c'est différent avec lui. Histoire 2. Mon mari connaît une fille qui lui envoie des messages beaucoup trop explicites à mon goût. Eh bien, je vais commencer par dire que je suis généralement une personne assez sûre d'elle et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des problèmes à ce sujet, jusqu'à ce que je lise un message envoyé à mon mari hier, et je me sens un peu déstabilisé. Désolé, ça risque d'être long. Pour donner du contexte, mon mari fait du VTT. Il en fait depuis qu'il est très jeune, il sait ce qu'il fait et sort tous les jours. Il roule généralement avec le même groupe de gars, surtout le week-end. Mon mari sort tous les jours de la semaine, heureusement, son travail lui permet. Quand il sort seul en semaine et que les chiens sont disponibles, il les emmène, ils adorent ça. Donc, il y a environ 6 mois, il est sorti le matin avec les chiens et est rentré plus tôt que d'habitude. En chemin, il a croisé cette fille qui était tombée et s'était gravement blessé le bras ou le poignet. Comme tu peux t'en douter, il a déjà vécu ça de nombreuses fois et sait exactement quoi faire et où aller pour que ça aille plus vite. Il l'a emmenée jusqu'au parking, a rangé les vélos et les chiens, et l'a conduite chez le médecin généraliste, qui l'a ensuite envoyée à l'hôpital. Puis il est rentré, tout allait bien. Environ une semaine plus tard, un des gars avec qui il roule lui a envoyé une capture d'écran d'un post publié dans un groupe Facebook créé spécialement pour les gens qui construisent et entretiennent les pistes de VTT. Ça disait quelque chose comme « Je cherche quelqu'un qui s'appelle le nom de mon mari, qui m'a aidé la semaine dernière quand je suis tombé et m'a emmené à l'hôpital. Il conduisait tel camion et avait 3 chiens, puis elle a listé le nom de nos chiens. Elle avait posté dans plusieurs groupes avant d'être dirigée vers le groupe des constructeurs de pistes avec lequel mon mari roule. Mon mari n'est pas sur les réseaux sociaux, donc il a dit qu'il pouvait lui envoyer son numéro. Elle a envoyé un texto pour vérifier qu'elle avait bien la bonne personne. Il a répondu oui et qu'il était content qu'elle aille mieux et heureux d'avoir pu aider. Elle a proposé de l'argent ou de l'inviter à déjeuner, ce qu'il a refusé en répétant qu'il était heureux d'aider. Ils ont échangé des messages de temps en temps, c'est elle qui initiait, et c'était surtout du style « Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, etc. » Jusqu'au moment où elle a commencé à aller mieux et à pouvoir remonter en selle, et là, les messages sont devenus « Et, on devrait aller sur les sentiers ensemble un de ces jours. » Alors, sans vouloir me vanter pour lui, il est vraiment doué. Il faisait de la compétition quand il était plus jeune, tout comme beaucoup de ses amis avec qui il roule. La plupart des gens du parc savent qui ils sont et, en général, quand on les entend arriver, on s'écarte simplement et on les regarde passer. Il essaie de décliner son offre sans l'offenser, parce qu'il est clair qu'elle ne pourrait pas suivre leur rythme. Il y a une section réservée aux grands sauts pour s'entraîner. Il lui dit que peut-être, la prochaine fois qu'il y sera, il la préviendra et qu'ils pourront s'y retrouver. Finalement, ça se produit et il lui donne quelques conseils, ce qui mène ensuite à plus de textos de sa part sur le vélo, des demandes de coaching et des discussions générales. Cela continue sur plusieurs mois. On dirait qu'une amitié commence à se former. Je n'ai jamais eu d'inquiétude à ce sujet et j'étais plutôt contente qu'il continue, ce qu'il a fait. Donc hier, lundi, il est sorti avec les chiens et l'a croisé. Il a dit qu'ils avaient parlé un moment, puis qu'ils avaient fait un tour avec les chiens pour se détendre avant de rentrer à la maison. Elle a commencé à lui envoyer des textos une fois rentrée et je pouvais voir les messages arriver sur l'iPad pendant que je l'utilisais. Pour être clair, il ne cache pas les messages. Il laisse son téléphone traîner, sans code, notre fille joue avec, je peux l'utiliser sans problème. Il ne devient pas bizarre à ce sujet. Il sait que l'iPad et l'ordinateur portable sont reliés à son téléphone et que tout peut être vu par celui qui les utilise. Il ne m'a jamais donné de raison de m'inquiéter. Ce sont ses intentions à elle qui me laissent perplexe. Bref, nous avons 3 chiens de chasse utilisés régulièrement sur le terrain. Et même s'ils donnent l'impression de courir librement sur les sentiers, ils sont extrêmement bien dressés et attentifs à ce que fait mon mari, ce qui est encore plus évident en dehors des sentiers, quand ils suivent ses moindres gestes. Ces messages ont commencé en parlant un peu des chiens, puis elle a envoyé un texto qui se terminait comme ça, comme un esclave cherchant à plaire à son maître, avec des émojis bizarres. J'avoue que je n'aime pas les émojis ni le langage utilisé aujourd'hui. Franchement, je ne sais même pas ce que signifie cette tête, mais quelque chose m'a mise mal à l'aise, et j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte.
Il a répondu mais a semblé ignorer ce dernier commentaire. Cependant, cela m'a fait réfléchir et revoir leurs échanges, et j'ai l'impression d'avoir repéré quelques signaux rouges. C'est toujours elle qui initie la conversation. Si elle n'obtient pas de réponse, elle continue à envoyer des messages jusqu'à ce qu'il réponde. Pas une seule fois elle n'a mentionné ou reconnu qu'il est marié ou qu'il a une famille, même quand il parle de mon anniversaire ou du spectacle de danse de notre fille. Elle change de sujet comme si nous n'existions pas, ou comme si elle voulait éviter toute mention de nous. Elle cherche souvent des excuses pour le voir seul. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses, mais je ne veux pas scruter chaque message et donner plus d'importance à tout ça au risque que ce ne soit rien. Est-ce que je suis folle de penser qu'il pourrait se passer quelque chose entre eux? Je ne veux pas en parler si ce n'est rien n'est passé pour paranoïaque. Mais je ne me sens pas bien avec ça. Je suis aussi enceinte et mes hormones jouent leur rôle. Dois-je en parler ou bien attendre encore un peu et surveiller la situation? Ou est-ce simplement l'effet d'une mère trentenaire enceinte, dont le mari vieillit comme un bon vin, et que toute femme croisant son chemin dans son univers sportif et passion l'attire forcément? Commentaire pertinent. Je suis un peu comme ton mari. J'aide beaucoup de gens mais d'une autre manière, et il y a beaucoup de personnes assez solitaires et maladroites qui continuent d'envoyer des messages dès qu'elles ont mon contact, homme comme femme. Je pense que tu as géré ça avec élégance, mais je trouve totalement raisonnable d'avoir une conversation avec ton mari et de simplement dire « Chérie, elle est assez insistante, tu ne fais rien de mal, mais j'aimerais que tu mettes un terme et que tu lui dises que tu n'es pas en position d'être son coach et que ton temps est pris, donc tu ne peux pas l'aider. » Elle semble un peu éblouie et en quête d'attention, mais lui ne fait rien de mal, donc je ne ferai pas tout un drame. Merci. Je n'ai pas envie d'être l'épouse enceinte qui exige que son mari bloque des femmes parce qu'elle s'imagine des choses. Tu ne le haises pas, et d'après la façon dont il répond, ou ne répond pas, je suis presque sûr qu'il n'est pas très à l'aise avec sa façon d'agir non plus. On dirait que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde à ce sujet, et ton mari apprécierait sans doute la confirmation que tu trouves aussi son comportement bizarre et que lui gère bien la situation. Elle agit comme ces hommes agaçants qui repoussent sans cesse les limites mais sans jamais franchir la ligne, de sorte que si on les confronte, ils peuvent prétendre qu'il n'y avait rien. C'est beaucoup plus facile à gérer si vous savez déjà que d'autres voient la même chose que vous et que votre partenaire est d'accord sur la manière d'y répondre. Comme ça, aucun risque que ça se retourne contre toi. D'après ce que tu racontes, elle a l'air étrange, mais lui a l'air d'un mari heureux, sans aucun intérêt pour ce qu'elle fait, et qui souhaiterait surtout qu'elle le laisse tranquille ou se comporte normalement. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter, mais ça ne veut pas dire que tu ne te sentiras pas mieux en l'entendant de sa bouche. Mise à jour 1. La situation a dégénéré rapidement. Mon dernier post a eu beaucoup plus de réponses que prévu. Je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, mais je pense que je le dois à tous ceux qui m'ont dit de faire confiance à mon instinct. Pour ceux qui demandaient pourquoi mon mari n'a pas été plus direct avec elle, en bref, il essaie toujours d'éviter les conflits. J'ai sous-estimé à quel point il est connu dans notre ville. Il vient d'une famille bien connue dans la région, il a fait du VTT de descente à l'université et apparaît dans plusieurs chaînes YouTube. Des gens viennent ici exprès pour les pistes, et en général, partout où il va, il y a toujours quelques personnes qui le reconnaissent et veulent lui dire bonjour. Ce n'est pas une grande ville, tout le monde connaît tout le monde d'une façon ou d'une autre. Et comme n'importe qui, il n'a pas envie que les gens repartent d'une interaction avec lui avec une mauvaise impression. Après que notre fille s'est couchée, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit ce que je pensais, et il a reconnu qu'elle se comportait de façon inappropriée et qu'il n'avait en aucun cas dit ou fait quoi que ce soit pour laisser croire qu'il était d'accord. Il espérait qu'en l'ignorant, elle finirait par comprendre et le laisser tranquille. Il ne voulait pas créer de malaise ni mettre qui que ce soit dans l'embarras, et il a admis qu'il aurait probablement dû dire quelque chose. Alors après avoir lu tous les commentaires, il y avait plein de suggestions géniales pour la remettre à sa place, ce qui avec le recul aurait été incroyable pour la stopper net. Mais il ne voulait pas réveiller le nid de frelons, alors nous avons choisi l'idée de dire que nous commencions à nous préparer pour l'arrivée du bébé, que nous avions beaucoup à faire et à organiser, et qu'il n'avait tout simplement pas le temps ni l'énergie pour les sorties à vélo ou les rendez-vous, et qu'il ne serait pas disponible pour elle dans un avenir proche. Il a écrit le message, me l'a montré pour validation, et j'ai appuyé sur envoyer. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonne. Je suis dans la cuisine, il est dans le salon, et je le vois lever les sourcils et me regarder. Je m'approche et il me tend simplement le téléphone. Le culot de cette fille me sidère. Elle avait répondu, d'accord, est-ce qu'on pourrait se voir rapidement demain? Mon cœur s'est serré et j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Je me suis effondré en larmes. Dans ma tête, c'était le début de l'effondrement de mon monde. Mon mari a essayé de me calmer et m'a demandé ce que je voulais qu'il fasse, la bloquer immédiatement ou lui demander pourquoi elle voulait le voir. J'aurais voulu lui dire de la bloquer sur le champ, mais pour une raison quelconque, je voulais en savoir plus. Il a répondu en demandant ce qu'une rencontre pourrait apporter. Elle a simplement dit qu'il y avait des choses dont elle voulait lui parler en face à face. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine et j'en ai perdu le souffle. Finalement, il a réussi à lui faire comprendre qu'il n'allait pas la voir. Elle lui a alors avoué qu'à un moment donné, elle avait commencé à avoir des sentiments, qui s'étaient transformés en fantasmes, et que, en gros, il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle.
C'était encore plus explicite que ce que je suis prête à écrire ici. Jusqu'à ce moment, j'avais gardé mon sang-froid, mais là, j'ai explosé. Je suis devenu très en colère, j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter, mon corps tremblait de rage. J'ai à peine dormi. Je me suis réveillé en pleurant. Je me suis senti absolument mal toute la journée. J'ai déjà contacté nos amis qui gèrent les groupes Facebook qu'elle avait rejoints et leur ai demandé de la retirer et de s'assurer qu'elle ne puisse pas revenir. Mon mari m'a dit hier soir qu'il avait répondu et que c'était réglé, que je n'avais plus à m'en inquiéter. Je n'ai pas vu le message qu'il a envoyé, mais il est sur l'iPad, et je n'ai pas eu le courage d'ouvrir l'application de messagerie après ce que j'ai vu. Ce n'est pas juste que quelqu'un pense pouvoir faire une chose pareille sans se soucier de l'impact que ça aura sur toute une famille. En ce moment, je ne veux pas qu'il quitte la maison. Je ne veux pas qu'il retourne sur les sentiers. Je ne veux même pas que les chiens y aillent. Le simple fait qu'elle ait touché mes chiens me rend malade. Voilà où nous en sommes. J'ai toujours l'impression que ma vie m'échappe. Comme si quelqu'un essayait de me la voler. Ma confiance est brisée, mes yeux brûlent, ma tête me fait mal d'avoir tant pleuré. Je n'ai pas d'appétit. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi mal qu'aujourd'hui. Mon mari fait tout ce qu'il peut pour me réconforter, mais cela prendra du temps. J'imagine qu'il se sent très coupable, même si je lui répète qu'il n'a rien fait de mal. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse ma vie a changé à cause d'un seul stupide message. Alors merci à tous ceux qui m'ont dit de faire confiance à mon instinct, et merci à tous les autres qui ont pris le temps de commenter. Eddie, je tiens à préciser que je ne contrôle pas mon mari, je ne le retiens pas prisonnier. Aujourd'hui, il a dû sortir les chiens, le parc de vélo est pratiquement dans notre jardin. J'exprime simplement ce que je ressens en ce moment, comme une attaque personnelle contre moi et ma famille. Et je sais que ça arrive partout dans le monde. Je n'avais jamais eu les yeux ouverts là-dessus. Le bébé de cet homme est sur le point de sortir de mon corps. Je ne me sens pas attirante, dans aucun sens du terme, en ce moment. Je pense avoir tout à fait le droit d'être un peu bouleversée après avoir vu le message d'une fille bien plus jeune, bien plus en forme, décrivant en détail les choses qu'elle voudrait que mon mari lui fasse. Commentaire. Remets-toi bien, et prends sincèrement du réconfort en sachant que c'est probablement dû en grande partie aux hormones de grossesse, et que ton mari t'aime profondément. Il a géré la situation comme il fallait, qu'il soit une figure publique ou non, et il est à tes côtés. Il a été transparent, honnête et bienveillant. Elle a essayé de s'incruster et a lamentablement échoué. Il est à toi et veut que ça reste ainsi. J'espère que tu iras mieux et que tu pourras raisonner un peu avec lui d'ici là. Tu ne peux pas empêcher le monde entier de regarder ton mari. Tu ne peux pas non plus empêcher les autres de le trouver attirant et de tenter leur chance. Mais, ma chère, il a tout fait correctement, il t'a traité honnêtement, il t'a incluse, et il n'a montré aucun signe d'intérêt envers cette autre femme. C'est exactement ce qu'on attend d'un partenaire. Redresse la tête, passe du temps avec lui. Exactement. Avant qu'on se marie, mon mari était parfois jaloux quand il pensait qu'un autre homme me draguait. Je lui disais, ils peuvent me draguer, mais moi je ne les drague pas, et il ne se passera rien. Ils ne vont pas me faire quoi que ce soit. Cette fille ne peut pas forcer ton mari à faire quoi que ce soit, et il semble clairement être quelqu'un de sociable qui n'a jamais voulu ni attendu que ça prenne cette direction. Ce serait peut-être une bonne idée de faire une thérapie de couple ou même juste pour toi, afin de t'aider à traverser ça.